Après 2 rencontres de réflexion et de solidarité, nous avons lancé ce séminaire solidaire dont c'est la deuxième séance aujourd'hui. Solidarité avec les millions de victimes, avec les millions de réfugiés, de déplacés sur les routes de l'exil, dont une partie en France. Solidarité avec les victimes, celles et ceux qui souffrent de cette guerre. Solidarité aussi avec les citoyens russes qui s'opposent à la politique de M. Poutine au risque de l'emprisonnement, et solidarité avec toutes les victimes de toutes les guerres menées sur notre planète. Un séminaire solidaire, un séminaire, c'est-à-dire un exercice universitaire, car si l'on parle de guerre en Europe pour territorialement la guerre en Ukraine, c'est pour des raisons géopolitiques, mais la guerre, c'est aussi une guerre sur les principes, une guerre contre les principes de paix, de justice, de démocratie, sur des valeurs de rationalité, de partage, d'ouverture qui fondent la mission de l'université et dont l'offensive annihilatrice du gouvernement russe contre l'Ukraine constitue un déni radical. Nous allons continuer de mener ce séminaire sur Zoom de manière à pouvoir être diffusé le plus largement possible. La littérature contre la guerre en Europe, or la littérature européenne s'est développée avec la guerre. Le récit matriciel homérique commence par une guerre. Le récit matriciel biblique relate de nombreuses guerres. La guerre dans le théâtre de Shakespeare, dans celui de Racine, de Corneille. Le 19e siècle, de Victor Hugo à Tolstoï, s'attarde volontiers sur les champs de bataille. Et le 20e siècle littéraire a eu sa part d'inspiration avec 2 guerres mondiales, la Shoah et Hiroshima. Et si la guerre peut parfois apparaître comme une abstraction, la littérature ramène ce phénomène à hauteur d'homme, à hauteur de souffrance humaine, mais aussi à hauteur d'espoir humain. Plus d'un mois de guerre, des milliers de morts, des millions de déplacés, de réfugiés, des villes détruites. Peut-on s'habituer? Non, non, dira-t-on, et pourtant. Et pourtant, l'impression est évidente d'une certaine habitude. Les médias sont moins sollicités. On s'habitue à la guerre, oui, comme on peut s'habituer au pire. Et il reviendrait à la littérature que d'agir précisément comme, pour reprendre l'image de Walter Benjamin, comme un signal d'incendie, pour nous rappeler qu'il y a des incendies et que ces incendies ne sont pas éteints. Et que la littérature a cette fonction d'éveiller notre conscience et de maintenir notre conscience en éveil. La séance d'aujourd'hui a, je crois, une dimension symbolique très forte, puisqu'elle va faire se croiser 2 littératures, la littérature ukrainienne et la littérature russe. Et je remercie sincèrement mes 2 invités d'avoir accepté de participer à ce séminaire. Olga Gold, qui prendra la parole en premier, qui est professeure à l'Université nationale d'Odessa et qui est accueillie dans notre université, Aix-Marseille Université, grâce au programme PAUSE. Elle est accueillie dans notre université ainsi qu'une dizaine d'autres universitaires d'origine ukrainienne. Le programme PAUSE est un réseau d'accueil national ouvert aux universitaires, ouvert d'une manière générale aux universitaires fuyant la persécution, et notamment désormais un programme spécial PAUSE Ukraine, ouvert aux universitaires d'origine ukrainienne, mais également d'origine russe.
Et puis nous écouterons Yulia Yurchenko, qui est maîtresse de conférence en département d'études russes et avec laquelle j'ai travaillé depuis le début de la guerre, et je tiens à remercier Yulia de sa présence constante. Dans une deuxième partie, après les deux interventions, eh bien nous ouvrirons une période de discussion sur cette question, la littérature contre la guerre, en mettant sans doute un point d'interrogation. Je cède donc d'abord la parole à Olga Gold. Vous avez la parole. Bonjour, bonjour. À première, je voudrais remercier professeur Alexei Nousselovitch et Béatrice Nousselovitch pour accepter moi, Université Aix en Marseille. Je vous m'adresser à vous en français que j'ai d'apprendre français, mais la vraie raison ou que la langue française véhicule les concepts de liberté, égalité et fraternité. Aujourd'hui, en ukrainien, ces notions sont la devise du peuple pour qui la liberté est comme l'air qu'on respire. On parlait beaucoup de Poutine en tant qu'ex-colonel du KGB. Mais en réalité, elle est aujourd'hui une icône. Son personnage tout puissant est le fruit de l'imagination de tout un peuple. Ainsi devient un personnage littéraire ou fantastique. On pourrait en rester là et analyser les personnages si cette guerre n'étant pas une réalité terrifiante, si terrifiante que même les autres les plus odieuses ne pouvaient l'imaginer. Les citoyens russes considèrent les Ukrainiens comme leurs voisins et frères les plus proches. En même temps, les citoyens russes adhèrent en majorité à la guerre. Et ce sont des soldats russes qui tirent sur leurs frères voisins sur les plus ukrainiens. Il est temps de comprendre que la famille s'est séparée il y a longtemps ou probablement pour toujours. À cet état, je vous ai vécu du auteur ukrainien. La littérature est un reflet de la réalité ou un guide historique du passé à aujourd'hui. Nous nous tournons vers les autres et leurs œuvres afin de trouver des réponses de la nombre enjeux sociaux, politiques, culturels de notre époque. La поэтесса d'Одесса Людмила Херсонская écrit: Страна, как лужа, лежит на военной карте. На любую страну нападают в марте. Июне, июле, августе, сентябре, октябре. Пока дождь за окном и карты лежат во дворе. Стой, кто идет, генерал на ватных ногах. За ним человек без мира, а миру швах. Миру шах и мат, трехэтажный мат запрещен, так и будет на грани войны пещер. Чемодан, чистилище, ад, перед ним вокзал. Кто сказал, что войны не будет? Никто не сказал. Маленький серый человек отменил 21 век. Перевел стрелки страны на зимнее время войны. Le pays ou comme une flaque d'eau sur une carte militaire. N'importe quel pays est attaqué en mars, juillet, août, septembre, octobre. Tandis que la pluie à l'extérieur de la fenêtre
Et les cartes sont dans la cour. Arrêtez que ce soit. C'est général, en jambes de coton. Derrière lui se trouvait un homme sans monte. Elle monte accusé. Échec et mat mondial. Échec et mat à 3 étages est interdite. Ce sera donc une monte au bord d'une guerre des cavernes. Une valise pour tuer un fer. Devant elle se trouvait une gare qui a dit qu'il n'y a pas de guerre. Personne n'a le dit. Petit homme gris, annuel la 21e siècle, traduit les flèches du pays pour éviter de la guerre. Борис Херсонский écrit Сначала бывает война, потом военный парад. Сначала касса, потом кассовый аппарат. Сначала классы, потом классовая борьба. Сначала пушка, потом на границе начнется пальба. Сначала святой, потом уже миф о святом. Идеи словно чайники в бледном чае с питом. Сначала требники, потом появляется чтец. Сначала учебники, потом наступает конец. Par français. D'abord, il y a une guerre, ensuite, il y a un défilé militaire. Commander d'abord, ensuite, il y a la casse enregistreuse. Les cours d'abord, ensuite, il y a la lutte des classes. D'abord les pistolets, ensuite les tirs. Comment je sais? À la frontière, santé d'abord, ensuite, il y a le mythe du saint. Les idées sont comme de la filée de la danse du, du, du palais. D'abord, les bréviaires, puis on aparte. Tout d'abord, les manuels, puis vient la fine. Ainsi, on se souvenu des classiques de la littérature mondiale, tels que Saint-Exupéry, André Babus, Ernest Hemingway, étant là comparés avec le travail d'auteurs contemporains. On peut conclure que la guerre est le sentiment même de la guerre dû aux filles des âges, perdu aux filles des âges. J'espérais que la lourde expérience ukrainienne excuse-moi, ne sera pas une réaction à chien. En Europe, que la guerre se termine le plus tôt possible. Les œuvres littéraires des auteurs ukrainiens est la seule mot. Merci beaucoup. Excuse-moi pour mon français. Merci beaucoup, Olga. Je tiens à préciser qu'Olga a tenu à s'exprimer en langue française par, j'emploie le mot qu'elle m'a confié, par respect pour celles et ceux qui nous écoutent lors de ce séminaire. Je vais désormais passer la parole à Yulia Yurchenko. C'est à vous, Yulia. Merci beaucoup pour m'avoir invité à intervenir à ce séminaire. J'ai préparé un petit exposé sur l'œuvre d'Alexandre Solzhenitsyn qui s'appelle «Случай на станции Кочетовка». J'ai parlé au sujet des œuvres consacrées à la guerre avec mes collègues Dudin et 3 de mes collègues russophones ont recommandé en quelque sorte ce conte. C'est une nouvelle plutôt, c'est un conte un peu long. J'ai préparé une présentation que j'aimerais partager avec vous. Alors, j'espère qu'on pourra la voir
relativement bien. Est-ce que vous la voyez? Tout à fait. Oui. Incident à la gare de Kochetovka. J'aimerais vous parler brièvement de la biographie d'Alexandre Solzhenitsyn, juste quelques mots pour mettre en contexte l'œuvre citée. Ensuite, j'ai préparé 3 fragments que vont être lus par Solzhenitsyn. J'ai trouvé un enregistrement. Si l'équipement nous permet, on pourra entendre la voix de Solzhenitsyn qui est mort récemment. On le considère en tant qu'un très grand classique, mais il y a encore 15 ans, il était avec nous. Donc, et après, la traduction est là. Je vais lire la traduction du russe vers le français. Et après, je vais présenter le conflit qui est juste au cœur de cette œuvre. Vous voyez ici sur l'écran la couverture du livre en français. La nouvelle Incident à la gare Kochetovka a été écrite, ou le conte, il est appelé le conte Rakaz, il a été écrit en 1962, mais publié en 1963 en Russie et aux États-Unis avec la maison de Matriona, Matrionin Dom, qui est une œuvre très connue qu'on lit à l'école, au collège ou au lycée. Voici quelques mots sur la biographie de Solzhenitsyn. Comme vous le savez bien, Solzhenitsyn a vécu pendant pratiquement tout le XXe siècle. Il est né en décembre 1918, tout à la fin de la Première Guerre mondiale et pendant la guerre civile en Russie. Il est né en Russie, à Kislovodsk. Il a été mobilisé en 1941 dans les rangs de l'armée rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est arrêté la veille de la victoire, donc il a passé toute la guerre en tant que combattant pour avoir prétendument insulté Staline dans une lettre à un ami. Les lettres étaient perlustrées. Et après, il purgera 8 ans de détention et 3 ans de délégation. En 1962, apparaît Один день жизни Ивана Денисовича, une journée d'Ivan Denisovitch, qui est une représentation de l'univers d'un jour d'une personne à Goulag. Jusqu'à ce moment-là, parler du Goulag était un tabou. Ensuite apparaît le premier cercle, в круге первом, et Раковый корпус, le pavillon des cancéreux, qui assure la gloire de l'écrivain. Le prix Nobel a été décerné à Alexandre Solzhenitsyn en 1970 et 3 ans après, en décembre 1973, apparaît l'archipel du Goulag, archipélag Goulag, qui est un grand tableau de la répression exercée en Union soviétique sur des millions de citoyens. Le scandale est énorme, l'apparition d'archipélag Goulag. En février 1974, Solzhenitsyn est déchu de sa citoyenneté, il est expulsé de son pays. Il s'installe d'abord en Suisse et puis aux États-Unis. Et à la chute de l'URSS, sa nationalité russe, enfin l'URSS c'était la nationalité soviétique, la citoyenneté soviétique, après la chute de l'URSS, la nationalité lui a été restituée et il rentre en Russie. Il habitait près de Moscou et il a vécu à Moscou, près de Moscou jusqu'à sa mort en août 2008. J'ai choisi 3 fragments pour la lecture de l'œuvre qui s'appelle, je vous rappelle, Incident à la gare de Kochetovka. Parfois, c'est traduit comme Кречетовка. Случай на станции Kochetovka. Le premier fragment, je vais essayer de faire lire le fragment par l'auteur. Что б ни делал он днем и ложась вечером, только и думал Зотов, до каких же пор. И когда был не на службе, а спал на квартире, все равно просыпался по радиоперезвону в 6 утра, томясь надеждой, что сегодня-то загремит победная сводка. Но из черного раструба безнадежно выползали Вяземское и Волоколамское направления и клешнили сердце. А не сдадут ли еще и Москву? Не только вслух спросить было опасно, но самого себя Зотов боялся так спросить. Все время об этом думал и старался не думать.
темный этот вопрос был не последним. Сдать Москву еще была не вся беда. Москву сдавали и Наполеону. Жгло другое. А потом что? А если до Урала? Вася Зотов преступлением считал в себе даже пробегание этих дрожащих мыслей. Это была хула, это было оскорбление всемогущему, всезнающему отцу и учителю, который всегда на месте, все предвидит, примет все меры и не допустит. Il s'agit de la présentation du personnage qui s'appelle Vassili Zotov. Je vous lis la traduction. Le personnage principal. Quoi qu'il fit dans la journée et le soir en se couchant, Zotov ne cessait de se demander jusqu'à quand. Lorsqu'il n'assurait pas son service, mais dormait chez lui, il se réveillait à 6 heures quand la radio diffusait le réveil matinal, obsédé par l'espoir d'entendre aujourd'hui retentir un communiqué de victoire. Mais il ne sortait désespérément du pavillon noir, que les mots « direction Vyazma »,« direction Volokholamsk ». Et ces mots lui serraient le cœur. N'allait-on pas livrer Moscou, elle aussi? Zotov craignait que se posait cette question à lui-même, et pas seulement à haute voix. À haute voix, c'était dangereux. Il y pensait sans arrêt, tout en s'évertuant à n'y point penser. Toutefois, cette lugubre question n'était pas la dernière. Livrer Moscou, ce n'était pas encore le comble du malheur. Moscou, on l'avait bien livré à Napoléon. Une autre question le torturait. Et ensuite, jusqu'à l'Oural. Pour Vassili Zotov, c'était un crime que d'effleurer simplement cette terrifiante question. C'était une réprobation. C'était une offense à l'encontre du Père, avec majuscule, et Maître, en majuscule, tout-puissant, au savoir universel, toujours à sa place, qui prévoyait tout, prenait toutes les mesures voulues et à qui rien n'échappait. Vous comprenez de qui est-ce qu'il s'agit par rapport à Père et Maître, Отец и Учитель. Il s'agit du Staline, bien évidemment. C'est une personne très naïve, complètement imprégnée par l'idéologie, mais très sincère. C'est une bonne personne. Ensuite, j'aimerais bien vous montrer le deuxième et le troisième fragment et je présenterai brièvement le personnage et le conflit. Deuxième fragment, je vais le lire moi-même, peut-être ça va être plus facile. Зотову невольно пришлось оглянуться еще раз, последний раз в жизни, увидеть при тусклом фонаре это лицо, отчаянное лицо Лира в гробовом помещении. Что вы делаете? Что вы делаете? Кричал Тверетинов, голосом гулким, как колокол. Ведь этого не исправишь. Он сбросил руки, вылезающие из рукавов, одну с вещмешком, распух до размера своей крылатой темной тени, и потолок уже давил ему на голову. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, сильно окая, уговаривал Зотов, ногой нащупывая порог синей. Надо будет только выяснить один вопросик. И ушел. Il a dénoncé, donc Zotov a dénoncé une personne qui lui était très sympathique, mais il a pensé que c'était un espion. Et donc c'est la fin, c'est le moment de la détention de cette personne, d'un acteur. Malgré lui, Zotov dut se détourner. Et alors, pour la dernière fois de sa vie, il aperçut à la lueur bafarde de la lanterne ce visage, le visage décomposé du roi Lyre, dans son caveau. Que faites-vous? Que faites-vous? La voix de Tveretinov tintait comme un carillon. Ce que vous faites est irréparable. Il leva au ciel les bras, ses bras qui sortaient de ses manches, dont l'un tenait toujours le sac, et s'enfla au point d'entendre les dimensions de son ombre noire. Et déjà le plafond lui pressait la tête. Ne vous inquiétez pas, le sermonnait Zotov, et son pied tâtait le sol. Il va simplement falloir tirer au clair une petite question. Il partit. Et le dernier fragment se rapporte à la fin de l'œuvre. La nouvelle se termine par la conversation de Zotov avec un agent d'instruction du NKVD à qui il a livré son camarade. NKVD, Commissariat du peuple aux affaires intérieures, qui après a été nommé KGB, qui, après un long moment, est venu à la station de Кочетовка. Зотов спросил его, как бы невзначай,
А вы не помните такого Тверетинова? Я как-то осенью задержал его. А почему вы спрашиваете? Нахмурился следователь значительно. Да просто так, интересно, чем кончилось. Разберутся и с вашим Тверетиновым. У нас брака не бывает. Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека. Alors. Un jour, un inspecteur de police du centre ferroviaire vint à Kochetovka en service commandé. Zotov lui demanda, comme par hasard, « Vous rappelez-vous un certain Tveretinov? C'est moi qui l'avais arrêté cet automne. » Pourquoi cette question? La mine de l'inspecteur s'assombrissait notablement. Eh bien, comme ça, simplement, ça m'intéresse. Et comment cela s'est terminé? Le cas de votre Tveretinov sera lui aussi tiré au clair. La maison ne fait pas de loupé. Dans la traduction vers l'anglais, je trouvais quelque chose comme nous ne font pas de faute. Mais ensuite, de toute sa vie, jamais Zotov ne put oublier cet homme-là. Il y a une petite explication qui est en russe, je vais peut-être la laisser. C'est un peu pédagogique mon exposé, mais c'est la déformation ou la formation professionnelle. Donc, le conte ou la nouvelle Incident à la gare de Kochetovka, случай на станции Kochetovka, a été créé en 1962 pendant l'époque du dégel de Khrushchev. Le récit est basé sur des faits réels, effectivement, qui ne sont pas passés avec Solzhenitsyn, bien évidemment, mais qui ont été racontés à Alexandre Solzhenitsyn. En résumant ce récit de la façon la plus courte possible, on peut dire qu'il s'agit d'une histoire d'obsession sincère et aveugle par l'idéologie, qui contredit les principes de l'humanisme. Donc, Solzhenitsyn a montré le choc des circonstances historiques spécifiques de l'idéologie avec des idées et des bases primordiales du bien et du mal. Autrement dit, il s'agit du conflit entre le devoir et la conscience. Et ce conflit détruit le personnage principal. Il détruit l'intégrité du monde intérieur, simple, clair, d'un homme. Le sens de l'incident à la gare Kochetovka, on peut définir par le mot dénonciation. Les événements se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en automne 1941. La situation est très difficile. La gare Kochetovka se trouve près de la ligne du front. Le personnage principal, Vassili Zotov, est un lieutenant adjoint du commissaire d'une grande gare de triage. Et peu à peu, on apprend à quel point c'est un homme désintéressé, gentil, honnête, fidèle à sa femme, parce qu'il y a deux femmes qui veulent le séduire, mais il a une épouse qui est restée sur les territoires occupés par les troupes nazis. Zotov est très assidu, il protège les numéros secrets des trains qui lui sont confiés, il essaie d'aider aussi les soldats à rattraper leurs unités. Il essaie de nourrir, tant bien que mal, les combattants affamés. Il veut sincèrement être sur la ligne de front et non à l'arrière. De plus, le soir, il étudie le Capital de Marx. Il prend des notes sur son expérience de commandant qui, pense-t-il, sera utile, peut-être pas pendant cette guerre, mais du moins dans la suivante guerre. On peut constater que c'est un personnage positif typique de la littérature soviétique. Mais en même temps, on voit que Solzhenitsyn oppose tout ce qui est très provisoire, conditionnel, administratif, soviétique, à tout ce qui est en quelque sorte éternel et existentiel, comme la nourriture. Il y a, je n'ai pas le temps pour en parler, il y a un autre petit épisode lié à la nourriture, justement. À l'amour charnel, la longue et complexe histoire de la Russie. Donc les choses qui sont essentielles et qui sont complexes, qui appartiennent à la vie réelle, sont opposées à ce qui est conditionnel et imposé par l'idéologie et administratif. Il y a un personnage très intéressant qui représente justement l'histoire et qui parle avec le langage des hommes et qui a vécu qui était combattant, qui était soldat encore sous Alexandre III, ensuite Nicolas II, le dernier tsar, et ensuite il a fait le serment devant plusieurs forces gouvernementales.
Donc, c'est tout ce qui est plus large que le monde de Zotov, qui est un élève du régime soviétique. C'est comme un fils de régiment. Mais tout le temps, on peut voir petit signe de son ambivalence. Nous voyons donc cette lutte intérieure de Vassili Zotov, les sentiments qu'il éprouve pour ce qui est la justesse du chemin qu'il avait choisi. C'est un idéaliste de nature. Il est prêt à sacrifier tout pour la patrie et il est prêt à sacrifier beaucoup pour les personnes qui lui sont sympathiques. Pourtant, il méprise avec beaucoup de force et comment dire, véhémence les personnes malhonnêtes et il souhaite tout simplement qu'ils disparaissent. Donc, c'est un homme d'honneur et un soir, il rencontre une personne qui est très fatiguée, une personne qui est d'un autre monde complètement, qui s'appelle justement Tveritinov, qui est un acteur. Спасибо. Merci. Et c'est au centre de la composition du récit où se trouve cette rencontre avec Tveritinov. Je pense que окруженец, une personne qui vient des terres encerclées, donc où le soldat qui était encerclé. Tveritinov a pris du retard sur son échelon. Il étonne Zotov par son intelligence, sa douceur, sa bonté. Mais ensuite, Zotov commence à soupçonner que c'est quand même un espion. Tveritinov, il faut dire que c'est une personne qui n'est pas âgée, mais qui n'est pas très jeune. Il est extrêmement fatigué. Et dans la conversation, tout d'un coup, il révèle ne pas se rappeler comment s'appelait avant Stalingrad. Symboliquement, le nom de Staline apparaît ici. Il demande Stalingrad et comment s'appelait-il auparavant? Et tout change. Et Zotov est sûr qu'il est devant un espion, malgré le fait qu'avant, il menait de conversations très sympathiques. Et Zotov, en quelque sorte, enviait la vie de Tveritinov, qui lui montre qu'il n'a pas de documents, qui a perdu ses documents et qui lui montre la photo de sa famille, que Zotov n'avait jamais eu ce type de famille. Donc, Stalingrad, Staline, c'est en quelque sorte le mot signe qui contient le code idéologique et qui déclenche l'arrestation de Tveritinov par le personnage principal, par Zotov. Professeur Nosilovitch vient de mentionner Shakespeare. Et justement, dans ce conte apparaît le roi Lear. Tveritinov est nommé par Solzhenitsyn justement le roi Lear. Donc il y a une sorte de... Comment dire, la situation remonte à la tragédie shakespearienne par justement ce texte qui est introduit dans le texte de Solzhenitsyn, par cette référence littéraire. Bon, je pense que je vais terminer sur cela la présentation de ce conte qui est court. J'ai choisi 3 fragments, je vous rappelle, qui présentent la nature de Zotov, le conflit, justement la fin du conflit, la fin de la situation principale quand Zotov fait arrêter une personne qui lui est sympathique parce qu'il soupçonne que c'est un espion par des signes qui sont dictés par son éducation soviétique et sa vision idéologique des choses. Et la fin du conte où on peut voir que cette situation a quand même détruit en quelque sorte l'intégrité du personnage parce que jusqu'à la fin de ses jours, il n'a pas pu oublier la personne qui l'a fait arrêter. Et bien évidemment, on peut soupçonner que la personne a été fusillée, tout simplement. On ne sait pas ce qui s'est passé avec Tveritinov, mais on peut soupçonner que, enfin, pendant la guerre, celui qui est soupçonné d'être espion, facile de deviner le sort. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Yulia. C'est un séminaire de littérature, donc je vais poser des questions liées à la littérature. Je suis frappé du choix différent. Olga Gold a choisi une poétesse. Yulia Yurchenko a choisi un romancier. Et on peut se poser la question par rapport à la guerre, par rapport à ce qui, dans la guerre, dépasse ce qui est dissible. Est-ce que
il y a une efficacité accrue dans l'écriture romanesque par rapport à l'écriture poétique, ou est-ce qu'au contraire, il est nécessaire d'adopter la fulgurance de l'écriture poétique alors que l'écriture romanesque s'installe dans un certain ordre du monde? Le roman a toujours cette tendance à réguler l'histoire. Et en ce qui concerne la littérature russe, on a deux grands exemples de prix Nobel, Solzhenitsyn et Brodsky. Brodsky est essentiellement un poète et Solzhenitsyn essentiellement un romancier. Donc la question est, par rapport à la guerre, à ce qui dans la guerre échappe à notre expérience, est-ce qu'il y a lieu de privilégier la poésie ou le roman? The question is that I mean, it was obvious. Olga, you did choose poetry. Yulia did choose a novelist. And I'm questioning, could we oppose poetry and novel? In a case like war, would you think that poetry is more appropriate because it's very short, it's very precise, it's very striking, than the novel, given the fact that the novel is installing a certain kind of narrative order to anything, and specifically to war? What do you think, Olga? Poetry versus a novel? Merci beaucoup. I think I will agree with you because I think poetry is expression of feelings. La poésie, c'est l'expression des sentiments. Yes, this is a short feelings of inside of the person. C'est l'intériorité d'une personne qui ressort dans la Especially, poésie. I open some secret. I know a personality, Ludmila and Boris Khersonsky. D'autant plus qu'elle connaît personnellement la poétesse Ludmila et son mari, Boris, c'est ça? Boris. Yes, and I know these people, and I want to express their feelings, and I need to find some way to express the feelings people in Ukraine, especially people from Odessa, for example. Donc, l'important était d'exprimer les sentiments des Ukrainiens, et par exemple des Ukrainiens à Odessa, et c'est la raison pour laquelle elle s'est tournée vers ces deux poèmes. Yulia? Je réponds en français, n'est-ce pas? Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Olga. Je pense que la poésie s'appuie plus sur le pathos, justement. Et on se dit que actuellement, malheureusement, je découvre la poésie contemporaine ukrainienne avec vous. J'ai noté également qu'il y a des poèmes qui apparaissent en Russie, qui se rapportent au... Alors, j'en profite pour peut-être exprimer aussi pour approfondir cette pensée. Il y a aussi dans la poésie un risque. Le risque de la poésie, c'est précisément d'être au plus près du sentiment et d'une certaine manière d'être happé par l'horreur qui est exprimée par, en l'occurrence, la guerre. The risk in poetry, because poetry is very close to feelings, is to get too close to feeling, and in that case, too close to the feeling of horror, which is conveyed by the experience of war. Do you think that's a risk of poetry for you, Olga? Et là, Donc pour Olga Gold, non, le risque n'existe pas puisqu'il s'agit d'une expression artistique et que l'expression artistique est toujours au service
de l'expression des sentiments. Julia, je vous repasse la parole, si ça fonctionne. Oui. Voilà, on vous écoute. Parfait, oui, merci. Oui, justement, je voulais dire que j'étais d'accord avec Olga sur le fait que la poésie réactionne beaucoup plus rapidement aux faits et aussi elle est plus condensée du point de vue de l'expression des émotions. Donc, en tant que linguiste, je pourrais dire que la poésie est plus chargée du vocabulaire qui est émotif, axiologique, expressif. Et la prose peut-être est basée. Il faut avoir un laps de temps pour la réflexion pour créer un roman, je suppose. Ce n'est pas même le problème du temps immédiat, à l'immédiat, c'est le problème de besoin du temps pour réfléchir, pour, je ne sais pas, laisser le temps passer ou pour voir les faits avec un certain degré d'abstraction. Et la poésie réagit immédiatement. Mais précisément, est-ce que ce n'est pas le risque de la poésie que de nous faire réagir immédiatement, c'est-à-dire que d'être happé par l'horreur de la guerre, par ce qui échappe précisément à la cognition, ce qui échappe à la sensibilité, et que d'une certaine manière, la poésie peut être complice de la guerre, en ce que la guerre est précisément la destruction de toutes les médiations, qu'il revient à la littérature que d'introduire une médiation par rapport à la réalité, et que la poésie, d'une certaine manière, est beaucoup plus immédiate que l'écriture romanesque, et donc il y a un risque pour la poésie que d'être complice de la guerre. Oui, sans doute, peut-être, oui. Mais complice de la guerre, oui. Même s'il y a une poésie de résistance, etc. Là, on est du point de vue de l'esthétique littéraire. Oui. Oui, c'est une très bonne question parce que justement, j'essaie d'imaginer ce que les textes que j'ai vus apparaître ces derniers temps, les textes poétiques, je ne connais pas les textes poétiques. J'ai vu rapidement dans les réseaux sociaux un texte poétique ukrainien, mais je ne me rappelle pas très bien du contenu. Mais par exemple, les poètes russes comme Vera Polaskova ou bien les musiciens qui créent des textes qui ressemblent quand même à des poésies. Pour moi, c'est la poésie. Il y a par exemple en Russie, curieusement, de très bons rappeurs, par exemple Noise MC, Ivan Alexeyev, qui a publié le 23 février, la veille de la guerre, une chanson. Si vous êtes intéressé, après je peux vous passer le lien sur justement la militarisation de la Russie. Il habite à Moscou, bien évidemment, avec ses enfants. Il est, c'était avant la guerre. Il n'était pas concerné par ce qui aurait pu passer en Ukraine. Il était concerné par ce qui se passe en Russie, par la militarisation, par le renforcement de l'idéologie agressive et justement par les restrictions de la parole. Et je vois ces textes en tant que poésie, justement. Il n'est pas complice de guerre, mais j'ai vu aussi d'autres textes, d'autres musiciens qui romantisent. C'est très dangereux de romantiser justement la guerre. Ils romantisent la guerre en faisant des références même sur des œuvres qui, a priori, ne sont pas pour la guerre, mais qui racontent la guerre d'une manière intéressante du point de vue esthétique. Et justement, oui, il y a un danger. Je pense que le concept, effectivement, de romantisation est ici important. Je crois qu'il y a dans l'écriture poétique une faculté à romanticiser plus présente que dans l'écriture romanesque. Mais j'ai une autre question, parce que ces catégories, écriture romanesque, écriture poétique, sont-elles des catégories universelles? Those categories, poetic writing and novelistic writing, are they universal
categories. I'm afraid that I cannot get, I don't have access to the Ukrainian or Russian languages literature. But is this distinction between poetry and novel as strong when we're thinking about Ukrainian literature or Russian literature as it is strong, for example, in the French literature? Olga? Really, I didn't hear your question because I have some technical problems. Okay, between poetry, between poetry writing and novel writing, the distinction could be very strong, or the distinction could be lighter. In the case of Ukrainian literature or Russian literature, is the distinction between poetry and novel a very strong one or a light one? I think. And I'm sorry, and I'm asking the question because of Ukrainian language and Russian language. I mean, in those languages, by their very nature, maybe, I can't answer, maybe the distinction between novel and poetry is lighter than, for example, in the French language. I think this depends of author, of style of authors. Donc ça dépend du style des auteurs. I think if we compare, for example, Lina Kostenko and Taras Lyubka, for example, it wasn't big distinction. Donc dans le cas de ces deux auteurs, la distinction n'est pas si grande. If we compare, for example, Ludmila Khersonskaya and Davzhenko, for example, it will be a big gap between them. Donc ça dépend des auteurs et du style de chacun des auteurs. L'écart peut être plus ou moins marqué. Quelle est votre position, Yulia, sur cette question? Est-ce que la langue ukrainienne, la langue russe, tente à effacer la distinction entre l'écriture poétique et l'écriture romanesque? Oui, c'est une bonne question. Je suis d'accord avec Olga. Par rapport à la langue russe, effectivement, ça dépend des auteurs, oui. Excusez-moi de parler tout le temps des expériences récentes, mais je n'ai jamais pensé à vivre ce que je vis maintenant. Je dirais que je trouve une certaine ressemblance entre les textes poétiques qui apparaissent et les textes médiatiques. Par exemple, les textes, j'ai lu un grand article d'auteur autrice qui s'appelle Yelena Kostyuchenko, qui est très connue en Russie, qui est du quotidien qui s'appelle Novaya Gazeta. C'est un quotidien d'opposition et son rédacteur en chef, très récemment, cette année, a reçu le prix Nobel de la paix, Muratov. Donc, Yelena Kostyuchenko c'est une personne qui a un profil psychologique très étrange. C'est une personne complètement cassée, je trouve, par la guerre, mais elle ne peut pas s'arrêter d'aller dans des terrains où il y a les combats et de décrire justement ce qui se passe. Donc, c'est un journaliste de guerre, une journaliste de guerre, une très jolie jeune fille qui justement décrit des choses absolument épouvantables. Et un de ces derniers articles, la Novaya Gazeta a arrêté de pouvoir publier ces numéros depuis quelques jours. Donc, c'était vraiment la dernière forteresse entre les médias d'opposition. Et je trouvais que le texte, je ne sais pas si c'est le dernier texte de Yelena Kostyuchenko, il est très poétique, il écrit des choses absolument atroces, mais le rythme du texte, la séquence des scènes, elle n'est pas propre à la prose, elle est plutôt propre à la poésie. Même s'il écrit des choses, il y a des données très précises qu'elle propose. Voilà. L'âme russe ou l'âme ukrainienne, Russian soul, Ukrainian soul,
Do we have to believe in those concepts? And is literature expressing this Ukrainian soul or this Russian soul? Or on the opposite, literature is a way to erase our beliefs in Russian soul or Ukrainian soul? Olga. Very Est-ce que nice. je dois dire, je parlais. Donc, est-ce que la littérature, au contraire, se fait le véhicule d'une supposée âme russe ou d'une supposée âme ukrainienne, ou au contraire, la littérature va-t-elle dissiper notre croyance dans une âme russe ou une âme ukrainienne? Very nice questions. I think if we compare, for example, Shakespeare and his poems, for example, Hamlet. Si nous prenons comme comparaison Shakespeare et sa pièce Hamlet. I don't know. Would Shakespeare to find some English of Dutch soul in his poem? Est-ce qu'on trouve une âme anglaise ou une âme danoise dans le texte de Hamlet? We have some parallel with Ukrainian soul, or for example, Russian soul or French soul. I think literature is a part of culture, a part of art. La littérature fait partie de la culture, fait partie de l'expression artistique. I think every aspect of art and every trend of culture can be international without any soul, special mood or special soul. Et toute expression artistique est vouée à l'universel sans référence à une spécificité de l'âme, à une certaine atmosphère qui serait véhiculée par cette littérature. Yulia, que pensez-vous? Il est évident que tout le monde a compris. Si je pose la question, c'est dans ce conflit, est-ce que tout d'un coup, il y a une âme russe et une âme ukrainienne et que ces deux âmes seraient en conflit? Il est évident que ma question n'est pas innocente par rapport à l'actualité. Yulia, une âme russe? Une âme ukrainienne? C'est parce que c'est vous qui avez, oui. Vous avez prononcé le syntagme âme russe dans votre exposé. Oui, probablement. C'est une locution figée et je pense que c'est une notion qui a été en quelque sorte sacralisée et elle est actuellement elle est parfois perçue avec un certain sarcasme par les Russes, justement, parce qu'il s'agit de quelque chose de figé, de comment on est censé être. Je crois que j'ai rencontré en France plutôt l'expression l'âme slave. L'âme slave, et j'avoue qu'elle me dérangeait assez parce que c'était des stéréotypes qui étaient projetés sur moi et ça me dérangeait un peu. Donc, comme enfin, ça dérange toujours. Et l'âme, peut-être on dit l'âme russe, l'âme slave, l'âme ukrainienne, parce que probablement les Slaves, on a plus la tendance de motiver nos actions et motiver nos décisions par les émotions, par les impressions, par quelque chose qui n'est pas très rationnel. Donc, ce manque de rationalité... Là, c'est vous qui tombez dans le stéréotype, chère Yulia. Oui, j'essaie de définir justement cette locution figée. Et oui, je ne sais pas si on peut opposer l'âme, je ne me pose même pas de question, opposer l'âme russe, l'âme ukrainienne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les dictateurs, il n'y a pas d'âme ukrainienne ou il n'y a pas d'âme russe, il y a une âme maléfique. Une autre question que j'aimerais poser, qui est un peu plus polémique, un peu plus difficile. Another question, which is it's more difficult to raise the issue for you, Olga. Before the war, was Ukrainian literature part of a literary field, including Ukrainian literature and Russian literature?
And since the war, do you have the feeling that you tend to make a distinction between Ukrainian literature, and I'm not talking here about literature written in Ukrainian language. I'm talking about the literature as itself. Is there more a Ukrainian literature now than before the war? En d'autres termes, je pose la question de la géographie des littératures. Est-ce que l'histoire influence la géographie des littératures, qu'avant la guerre, et encore la guerre malheureusement entre l'Ukraine et la Russie n'a pas commencé il y a un mois, c'est un conflit qui est là depuis très longtemps, mais est-ce que l'histoire vient influencer la géographie de la littérature? Je prends un exemple, si la littérature écossaise, elle fait partie de la littérature, disons, de la Grande-Bretagne, si l'Écosse devient indépendante, il y a tout d'un coup une littérature écossaise. Est-ce que dans des circonstances beaucoup plus dramatiques qui sont les nôtres, est-ce que la guerre va nécessairement créer une littérature ukrainienne qui n'aura, disons, rien à voir avec la littérature russe? Olga, did you understand my question? Yes, I think I understand. And my opinion, I think we didn't talk a lot about the war before this war. And now when I prepare to our seminar, I didn't find a lot of expression, a lot of poems of another example of our author. I think a lot of literature, a lot of example of art about this war we will see in the future after the war, I think. Donc, toute une partie de la littérature, toute une partie d'œuvres littéraires, enfin, un certain nombre d'œuvres littéraires traitant directement de la guerre vont émerger après cette guerre. But once again, at university level, I assume that there were programs of Ukrainian literature, or weren't not such programs? And do you think that now there's going to be a stress on Ukrainian literature because it's part of Ukrainian culture and because Ukrainian culture has to defend itself or to be stronger than before? Yes, I think. Yes. We have a program in the university and a literature faculty. Of course, this is part of Ukrainian language. And we have very, very interesting, very famous professors who teach our students to understand Ukrainian literature from old period to today. I think in the future, and as soon as possible, we would see new poems, new novels about this war, about this situation. Of course, it would be included in our schedule of program. Donc, il y a un curriculum sur la littérature ukrainienne qui est enseigné dans les universités ukrainiennes dans une perspective historique et dans une perspective, j'imagine, aussi contemporaine, mais que dans ce corpus qui est constitué par la littérature ukrainienne, désormais, la guerre va apporter d'autres œuvres. Je poserai une question peut-être un peu différente à Yulia. Quelle est la définition justement des typologies littéraires dans l'enseignement russe actuel? J'imagine que sous la période soviétique, la typologie était centralisée et que la littérature russe avait une fonction, je dirais, de centralisation, les autres littératures étant quasi périphériques ou satellites. Est-ce que depuis la période soviétique, la typologie de la littérature a changé dans l'enseignement supérieur en Russie? Oui, j'ai un peu peur que
réponse soit superficielle parce que les époques changent et je ne travaille pas en Russie depuis plus de 10 ans. Donc, difficile de dire. J'ai fait mes études scolaires dans les années 90 et je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que déjà, il y avait la liberté de la parole, il y avait des manuels, des méthodes nouvelles de l'histoire et de la littérature, mais c'était pas encore l'époque nouvelle des années 2010 quand les méthodes d'histoire sont écrites et la littérature, je ne sais pas exactement comment elle est enseignée maintenant au collège ou au lycée. Je crois que oui, sans doute. À l'époque soviétique, sans doute, la littérature était structurée autour des concepts importants pour l'idéologie. La littérature étrangère était sans doute enseignée, mais il y avait des lacunes. Par exemple, il y a un collègue, malheureusement, Eva Rénal est partie. Il m'a présenté un collègue qui travaille sur Baudelaire. Et justement, quand il m'a posé des questions par rapport à qui s'occupe de Baudelaire, qui s'occupe des traductions de Baudelaire, je lui ai dit que j'ai fait mes études après l'époque soviétique. Il était considéré à l'époque soviétique en tant que poète décadent, complètement contre les bases morales d'une personne normale et saine, d'une personne qui consacre sa vie à la vie de la société, que c'est un individualiste, etc. Et pourtant, Baudelaire a été traduit, même s'il était considéré en tant que décadent et idéologiquement pas très ami de la littérature soviétique. En tout cas, il était étudié, il était traduit. Mais sans doute, je ne sais pas comment répondre. Je ne sais pas comment comparer. Une dernière question encore plus polémique que je vais poser à Olga. The last question, even more polemical. Should we burn Russian writers' books? For example, for me, not, of course. Okay. I think our people wouldn't. Non, pour elle Also. Et pour le peuple ukrainien, la possibilité n'existe pas. Bon, j'attendais cette réponse et je pense que Yulia également attendait cette réponse et c'est une réponse qui est évidente. Je dis ça parce que vous avez constaté qu'il y avait un certain nombre d'initiatives prises contre des interprètes dans le domaine de la musique, dans le domaine artistique, une espèce de tentative de bannir. Bon, on peut à la limite comprendre les motivations, mais je crois que nous qui travaillons dans le domaine de la culture, de la préservation de la culture, c'est évident des positions qui sont tout à fait opposées aux valeurs que nous partageons et que nous défendons. Yulia, vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui, je suis d'accord. Oui, je réfléchis aux derniers événements. On a commencé à avoir l'espoir avec les négociations de ces derniers jours, l'espoir que la guerre se termine bientôt. Et on se pose la question, comment elle va persister quand même, parce que la guerre, elle va continuer heureusement. Trouver son évaluation dans la littérature. Mais on ne peut pas être complètement heureux, même avec la fin, bien évidemment, avec la fin des hostilités. Mais oui, on verra justement à travers la littérature comment cette guerre, malheureusement, va continuer encore quelques années dans les têtes des Russes et des Ukrainiens. On peut encore prendre une question, deux questions parmi les participantes et les participants à ce séminaire par Zoom. S'il y a une main qui se lève ou un désir de poser une question ou d'exprimer un commentaire. Non, ce n'est pas le cas. C'est toujours difficile de mener un secrétaire. Là, je vois un commentaire qui a été fait, enfin une référence d'Eva précisément. Le texte présenté par Yulia m'a fait penser à la nouvelle Agir, selon sa pensée, de l'écrivain et éditeur français Vercors. Se pose de même la question de faire condamner ou non un possible espion.
Et le texte questionne la frontière entre l'intégrité du personnage principal, la défense de ses idéaux et les exigences de son milieu. Ce qui est intéressant aussi dans le commentaire d'Eva Reynal, c'est revenant à la généricité littéraire, elle dit qu'elle trouve le format de la nouvelle idéal lorsqu'il s'agit d'interroger les comportements en situation d'urgence ou lors d'expériences limites. C'est vrai que d'une certaine manière, la nouvelle est héritière à la fois de la fulgurance du poème et du rythme narratif du roman. It's a comment by Eva Reynal saying that, I mean, first she's referring to another short story by Vercors, and she's also stressing the fact that the short story could be the ideal format because it gets the strength of the poem and the narrative written of the novel. Une autre question, je vois Florence Banco. Oui, bonjour. Je remets la vidéo parce que quand même. On vous entend. Oui, merci beaucoup pour ce débat. Je suis désolée, je suis arrivée un petit peu tard, mais je me demandais aussi si effectivement la poésie ne permettait pas d'échapper à la dimension de récit d'une nouvelle ou d'un roman, et que justement dans la poésie, dans le vers, on ne pouvait pas atteindre une plus grande universalité et une plus grande communication entre les êtres par-delà les frontières. Et justement, il me semble que voilà. On s'est posé évidemment la question de savoir si on pouvait encore écrire après Auschwitz. On peut toujours se poser cette question concernant cette guerre, je pense, et plus que jamais, la réponse est continuons à écrire, continuons à parler de l'art. Et il me semble que le vers, que la poésie est un langage qui est universel et qui permet de transcender bien des dimensions. Oui, on n'entendait pas la fin de l'intervention, mais je vais traduire rapidement. For Florence Banco, poetry could be more universal than novel writing. The problem also being, et le problème étant que la poésie est beaucoup plus proche d'un exercice du langage et donc elle est plus difficilement traduisible que le roman. Mais c'est précisément cette difficulté de traduisibilité qui fait l'intérêt de la poésie et qui donc peut-être la rend plus véridique au sens étymologique, plus proche d'une vérité dans l'expression que la littérature narrative. Une Béatrice Nucelovici également, un commentaire qui est dans le chat, mais que je peux lire. La poésie et la littérature ne sont-elles pas, comme l'art en général, vecteurs de paix et conditions à la rencontre et à l'échange? Et je crois qu'effectivement, la littérature, la poésie, le roman, comme toute expression humaine, peuvent être l'occasion de la rencontre et de l'échange, ou au contraire, l'occasion de marquer des frontières. Like any human expression, the poem, the novel could offer opportunities for exchange, encounter, or exactly the opposite. And that's the case of any human expression. Un dernier commentaire que je prends dans la discussion de Louis Latil, Albertas. Inéluctablement, les épisodes de guerre entraînent l'affirmation d'une littérature, car la littérature reste un moyen fondamental d'exister. Il est clair que la littérature ukrainienne va se développer suite à de telles actualités. Il en va de même pour la littérature russe. Il y a bien un avant et un après. Le tout est de ne pas transformer la littérature en vecteur de conflit. Et c'est vrai qu'on dit souvent que la guerre est, comment dirais-je, est vectrice des développements de la science, que c'est souvent à l'occasion des guerres que la science a fait des progrès. Et peut-être peut-on dire la même chose de la littérature, que la littérature aussi, je citais tout à l'heure le récit homérique, où les bruits de la guerre sont constamment présents. Je citais le récit biblique, où la guerre est aussi terriblement présente. Et d'une certaine manière, peut-on dire que la guerre est aussi vectrice de littérature? C'est un grand point d'interrogation. Je cède la parole à Laurence Americi. Laurence.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour ce moment vraiment très beau et merci aux deux intervenantes. Mais vraiment dans la continuité de ce qui vient d'être dit, il me semble que la guerre, et notamment sous la forme que, que nous, que- qui est subie aujourd'hui, c'est bien une affaire aussi de nation, de nationalité, de nationalisme qui s'affrontent et que la littérature me semble être, sous toutes ses formes, un élément constitutif de l'expression nationale. Et à telle enseigne que moi, en tant qu'historienne, j'étais même étonnée d'entendre la question, que j'ai bien compris rhétorique, mais sur l'existence d'une littérature ukrainienne, tant semblait-il que forcément une nation qui s'exprime avec une force aussi grande, hein, c'est la nation en armes que l'on voit là en Ukraine. C'est d'ailleurs quelque chose de très qui remue hein, beaucoup aussi, qui contribue, je pense, beaucoup euh, à rebattre beaucoup de cartes, à poser dans l'acuité des questions anciennes, mais à les poser de manière très actuelle. Hein, ce fait de voir vraiment une nation en armes et comment aurait-il pu en être sans littérature? C'est un peu cette question-là qui me restait. Comment est-ce qu'on aurait pu avoir pareille force nationale sans littérature? Est-ce qu'il y en a des exemples? Bon, là, justement, il y a peut-être la possibilité, et ça, Goethe, il l'a pensé, la Weltliteratur, la littérature mondiale, serait justement une tentative de créer une littérature en dehors des typologies nationales. Et en tant que comparatiste, je suis évidemment proche de cette sensibilité-là. Our colleague Laurence Americi was stating the fact that literature is part of a national identity. A national identity couldn't exist without a national literature. And the fact that there is a Ukrainian pride right now fighting against Putin's army, this national pride couldn't have exist without the power of a national Ukrainian literature. J'espère que je n'ai pas déformé vos propos. Non, c'est exactement ça. Donc, c'est une grande question sur laquelle on ne va pas, je crois, pouvoir épiloguer davantage aujourd'hui, puisque l'heure a tourné et nous pourrons la reprendre évidemment lors d'un prochain séminaire. Ce séminaire a été enregistré, vous le retrouverez sur les plateformes, sur le site de la faculté Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines d'AMU, également sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, soyez présents la semaine prochaine pour notre prochain littérature, à moins que la paix ait été déclarée d'ici là, ce que nous souhaitons tous. Et peut-être nous pourrons dès ce cas-là réintituler notre séminaire La littérature pour la paix. Je tiens à remercier sincèrement Yulia Yurchenko et Olga Gold pour leur participation et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci.